La conduite de la vie est une œuvre majeure de Ralph Waldo Emerson, philosophe et penseur américain du XIXe siècle. Dans ce livre profond et intemporel, Emerson explore l'art de se gouverner soi-même, de faire face aux épreuves, aux choix et aux responsabilités de l'existence avec lucidité et droiture. À travers des réflexions sur le caractère, le travail, la richesse, la volonté et la liberté intérieure, il propose une vision exigeante mais profondément humaine de la vie, présentée et lue par la chaîne Les Rares Livres. Introduction. Emerson ne cherche pas à dicter une morale figée ni à imposer un code de conduite universel. Lorsqu'il parle de la conduite de la vie, il s'adresse à l'homme réel, plongé dans l'incertitude, confronté chaque jour à des décisions imparfaites, à des forces contradictoires et à un monde qui ne suit aucun plan idéal. Il écrit pour ceux qui vivent, non pour ceux qui rêvent d'un système parfait. La conduite, chez lui, n'est pas une liste de règles, mais un art vivant, mouvant, qui exige discernement, courage et responsabilité personnelle. Emerson part du principe que la vie ne se résout pas par des principes abstraits, mais par une intelligence active, capable de s'adapter sans se renier. La vie, pour Emerson, ressemble davantage à une navigation qu'à un itinéraire tracé d'avance. Il n'existe pas de recette infaillible, pas de manuel garantissant le succès ou la paix intérieure. Chaque existence est singulière, chaque situation porte ses propres contraintes, et l'homme doit apprendre à composer avec ce qui lui est donné. Cette vision rejette les promesses simplistes et les idéaux déconnectés du réel. Emerson ne nie pas les aspirations élevées, mais il refuse qu'elles deviennent une fuite. Il rappelle que l'homme ne vit pas dans le ciel des idées, mais dans la résistance du monde, dans l'effort, le travail, les limites du corps, du temps et des circonstances. Entre idéalisme et réalité concrète, Emerson trace une voie exigeante. Il reconnaît la puissance de l'esprit, de la volonté et de la pensée, mais il ne ferme jamais les yeux sur les lois de la nature, de l'économie, de la société et du caractère humain. La conduite de la vie suppose d'accepter que tout ne dépend pas de nous, tout en refusant de se réfugier dans la passivité. L'homme est à la fois libre et contraint, créateur et soumis à des forces plus grandes que lui. Toute la sagesse consiste à savoir où exercer son pouvoir et où accepter la nécessité sans se briser. Au cœur de cette réflexion se trouve l'individu face à ses choix. Emerson insiste sur la responsabilité personnelle, non comme un fardeau moral, mais comme une condition de la dignité humaine. Chacun doit apprendre à se connaître, à reconnaître ses forces véritables, mais aussi ses limites, ses faiblesses, ses illusions. Gouverner sa vie, ce n'est pas se rêver invincible, c'est agir avec lucidité, sans se mentir. L'homme qui refuse de voir ses limites devient arrogant ou fragile. Celui qui les reconnaît peut construire une force durable, enracinée dans le réel. Dans un monde incertain, marqué par le changement, l'instabilité et les contradictions, Emerson propose une boussole intérieure plutôt qu'un chemin balisé. Il invite à développer le jugement, la fermeté de caractère et la capacité à décider sans garantie absolue. La conduite de la vie devient alors un exercice permanent d'équilibre entre ambition et humilité, entre aspiration et acceptation. Ce livre ne promet pas une vie facile, mais une vie consciente. Et c'est précisément cette conscience, exigeante et vivante, qui permet à l'homme de ne pas être emporté par le chaos, mais de rester debout, maître de son orientation, même lorsque le monde semble incertain. Chapitre 1. La nature comme loi première. Pour Emerson, la nature n'est pas un décor passif autour de l'homme, ni un simple réservoir de ressources à exploiter. Elle est la loi première, la structure fondamentale sur laquelle repose toute vie humaine, consciente ou non. Avant toute morale, avant toute institution, avant toute philosophie, il y a la nature, avec ses rythmes, ses équilibres, ses forces silencieuses.
L'homme qui cherche à conduire sa vie sans comprendre la nature agit comme un navigateur qui ignorerait les courants, les vents et les marées. Il peut avancer un temps par hasard, mais il finira inévitablement par se heurter à une résistance qu'il ne comprend pas. Emerson invite donc à revenir à cette source première, non par romantisme mais par lucidité. La nature agit comme un miroir intérieur. Ce que l'homme observe à l'extérieur se reflète en lui, car il n'est pas séparé de ce qu'il contemple. Les cycles de croissance et de déclin, la patience des saisons, la rigueur des lois physiques, tout cela parle directement à l'esprit attentif. Emerson voit dans la nature une pédagogie permanente. Elle n'explique pas par des mots, elle enseigne par des faits. Elle montre que toute chose a un prix, un temps, une conséquence. Celui qui observe vraiment comprend que rien ne se produit sans cause et que toute cause finit par produire son effet, parfois lentement, parfois brutalement, mais toujours avec une précision implacable. Comprendre les lois naturelles, c'est comprendre la vie humaine elle-même. Emerson refuse l'idée que l'homme serait une exception absolue, affranchi des règles qui gouvernent le reste du monde. L'homme est soumis aux mêmes principes de croissance, d'usure, d'équilibre et de limite. Lorsqu'il agit en accord avec ces lois, sa vie gagne en cohérence et en force. Lorsqu'il les ignore ou les méprise, il crée des tensions intérieures et extérieures qui finissent par le détruire. Il n'existe pas de réussite durable construite contre la nature des choses. La fatigue, le mensonge, l'excès, la précipitation et l'illusion de toute puissance sont toujours sanctionnés, tôt ou tard. Emerson insiste sur un point fondamental. L'homme qui s'oppose à la nature ne combat pas une force extérieure, il se combat lui-même, car la nature est aussi en lui. Elle est dans son corps, dans son esprit, dans ses émotions, dans ses limites. Ignorer le besoin de repos, nier la nécessité du temps, forcer des résultats prématurés, refuser les phases de maturation. Tout cela revient à scier la branche sur laquelle on est assis. La nature ne se venge pas, elle rééquilibre. Et ce rééquilibrage peut prendre la forme de l'échec, de la maladie, de l'épuisement ou de la perte de sens. Observer avant d'agir devient alors une règle de sagesse. Emerson ne valorise pas l'action aveugle ni l'agitation permanente. Il critique cette illusion moderne selon laquelle bouger sans cesse serait une preuve de vitalité. Pour lui, la vraie puissance naît de l'observation patiente. La nature ne se presse jamais, et pourtant tout s'accomplit. L'arbre ne tire pas sur ses branches pour grandir plus vite. La graine ne se plaint pas de l'obscurité de la terre. Elle attend, travaille en silence, accumule une force invisible avant d'émerger. L'homme devrait apprendre de cette lenteur apparente, qui est en réalité une précision parfaite. Observer la nature, c'est aussi apprendre l'humilité. Emerson rappelle que l'homme n'est pas le centre de l'univers, mais une partie d'un ensemble infiniment plus vaste. Cette prise de conscience n'écrase pas l'individu, elle le libère. Elle le délivre de l'angoisse de tout contrôler. Elle lui permet de reconnaître ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. La conduite de la vie commence par cette lucidité. Agir là où l'action est possible, accepter là où la résistance est vaine. L'homme sage ne gaspille pas son énergie à lutter contre l'inévitable. Il l'investit dans ce qui peut réellement être transformé. La nature enseigne aussi la notion de mesure. Tout excès finit par se payer. Trop de pluie détruit la récolte, comme trop de sécheresse. Trop de chaleur brûle, trop de froid fige. Emerson voit dans cette loi universelle un avertissement constant pour la vie humaine. L'excès de travail mène à l'épuisement, l'excès de plaisir mène à la lassitude, l'excès d'ambition mène à la chute. La nature ne condamne pas l'élan, elle condamne le déséquilibre. Celui qui veut conduire sa vie avec intelligence doit apprendre à reconnaître le point juste, cette ligne invisible où la force devient durable au lieu de devenir destructrice. L'homme moderne, selon Emerson, souffre précisément d'un éloignement de la nature, non seulement physique, mais surtout intérieur. Il vit entouré de concepts, de théories, de discours, et oublie de regarder ce qui est. Il se fie à des modèles abstraits plutôt qu'à l'observation directe. Il cherche des méthodes universelles au lieu de comprendre les lois simples qui gouvernent toute existence. Cette déconnexion produit de la confusion, de l'anxiété et un sentiment d'irréalité.
Revenir à la nature, ce n'est pas fuir la civilisation, c'est réapprendre à penser juste. La nature impose aussi une vérité dérangeante, tout a un coût. Rien n'est gratuit, ni l'effort, ni le repos. Même l'inaction a des conséquences. Emerson refuse les illusions faciles. Il montre que chaque choix, même le plus discret, s'inscrit dans une chaîne de causes et d'effets. L'homme qui refuse d'assumer ce principe se condamne à subir sa vie au lieu de la conduire. À l'inverse, celui qui accepte cette loi développe un sens aigu de la responsabilité, non comme une culpabilité, mais comme une puissance. La conduite de la vie, telle qu'Emerson la conçoit, commence donc par une alliance avec la nature. Non une soumission passive, mais une coopération intelligente. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre le terrain sur lequel on agit. Le marin expérimenté ne lutte pas contre la mer, il la lie. Il utilise ses forces au lieu de les défier inutilement. De la même manière, l'homme lucide apprend à lire les lois naturelles de sa propre existence, ses talents, ses limites, son rythme, ses inclinations profondes. En observant la nature, Emerson découvre aussi une leçon de sincérité. La nature ne triche pas. Elle ne prétend pas être autre chose que ce qu'elle est. Un sol pauvre ne produit pas une récolte abondante sans travail préalable. Une tempête ne se déguise pas en brise légère. Cette honnêteté radicale devrait inspirer l'homme dans sa conduite. Se mentir à soi-même, surestimer ses forces, nier ses faiblesses, c'est vivre en contradiction permanente avec la loi première. Et toute contradiction prolongée finit par se payer. Enfin, la nature rappelle à l'homme la dimension du temps. Tout ce qui dure a pris du temps pour se construire. Les montagnes, les forêts, les fleuves sont le résultat d'un travail lent et constant. Emerson oppose cette vérité à l'impatience humaine, toujours pressée de récolter sans avoir semé, de réussir sans avoir mûri. La conduite de la vie exige cette acceptation du temps long. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force profonde. Celui qui comprend cela cesse de se comparer inutilement et se concentre sur sa propre croissance. Ainsi, la nature n'est pas seulement un cadre, elle est une loi vivante. Elle parle à celui qui sait regarder, elle corrige celui qui refuse d'écouter. Pour Emerson, toute sagesse authentique commence par cette reconnaissance. Vivre contre la nature, c'est vivre contre soi-même. La comprendre, l'observer et s'y accorder, c'est poser la première pierre d'une vie conduite avec intelligence, force et dignité. Chapitre 2. Le caractère, la vraie richesse de l'homme. Le caractère n'est pas une qualité abstraite réservée aux discours moraux, ni une notion décorative que l'on invoque quand tout va bien. Il est la fondation invisible sur laquelle repose toute existence humaine digne de ce nom. Là où beaucoup admirent le talent, l'intelligence ou la réussite visible, Emerson regarde plus profondément. Il observe ce qui tient quand les circonstances changent, quand la chance disparaît, quand les applaudissements cessent. Le caractère, pour lui, n'est pas ce que l'homme montre, mais ce qu'il est quand personne ne regarde, quand aucune récompense immédiate ne vient flatter son ego. C'est cette substance intérieure qui détermine la direction réelle d'une vie, bien plus que les compétences ou les opportunités. Le caractère agit comme une force silencieuse. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à convaincre, il n'a pas besoin de se justifier. Pourtant, il influence chaque décision, chaque réaction, chaque choix moral ou pratique. Emerson insiste sur cette idée fondamentale. L'homme ne peut pas échapper à ce qu'il est intérieurement. Même lorsqu'il réussit extérieurement, son caractère finit toujours par se révéler. Une réussite construite sur un caractère fragile est instable par nature. Elle peut briller un temps, mais elle s'effondre dès que les conditions deviennent plus exigeantes. À l'inverse, un caractère solide peut traverser l'échec, la perte et l'oubli sans se détruire. Emerson distingue clairement le caractère du talent et de l'intelligence. Le talent est une capacité particulière, souvent innée ou développée par l'effort. L'intelligence est une faculté de compréhension, d'analyse et d'adaptation. Mais aucune de ces qualités ne garantit la droiture, la constance ou la fiabilité intérieure. Un homme peut être extrêmement talentueux et profondément instable. Il peut être brillant intellectuellement et moralement faible. Le caractère, lui, n'est pas une question de rapidité d'esprit ou de performance visible. Il se manifeste dans la durée,
dans la cohérence entre les principes et les actes, dans la capacité à rester fidèle à ce qui est juste même quand cela coûte. Pour Emerson, le caractère se construit lentement par l'accumulation de choix répétés. Il n'apparaît pas soudainement lors des grandes épreuves, il s'y révèle. Les moments décisifs ne créent pas le caractère, ils l'exposent. Ce que l'homme fait sous pression n'est que l'expression amplifiée de ce qu'il est déjà. C'est pourquoi Emerson accorde tant d'importance aux petits actes quotidiens, à la discipline intérieure, à la sincérité silencieuse. Chaque compromis injustifié affaiblit le caractère. Chaque fidélité à la vérité, même discrète, le renforce. Ce qui reste quand tout disparaît, selon Emerson, c'est précisément le caractère. Les richesses matérielles peuvent être perdues. La réputation peut être détruite. Le pouvoir peut être retiré. La santé elle-même peut s'effondrer. Mais le caractère demeure tant que l'homme demeure lui-même. C'est la seule possession que personne ne peut voler, sauf si l'on consent à l'abandonner. Dans les périodes de crise, quand les repères extérieurs s'effondrent, c'est le caractère qui empêche l'homme de se dissoudre intérieurement. Il devient alors un point d'ancrage, une stabilité intérieure au milieu du chaos. Emerson observe que les sociétés ont tendance à confondre le succès avec la valeur réelle. Elles admirent les résultats visibles sans s'interroger sur les fondations. Cette erreur collective produit des idoles fragiles et des modèles trompeurs. L'homme à succès est célébré tant que tout fonctionne, puis rejeté brutalement dès que ses failles apparaissent. Emerson refuse cette logique superficielle. Pour lui, le succès n'est qu'un test parmi d'autres. Il peut révéler un grand caractère, mais il peut aussi masquer longtemps une grande faiblesse. C'est pourquoi il place le caractère au-dessus du succès, non par mépris de la réussite, mais par lucidité. Le caractère, chez Emerson, est profondément lié à l'indépendance intérieure. L'homme de caractère ne se laisse pas gouverner par l'opinion dominante, par la peur du jugement ou par le désir d'approbation. Il agit selon une loi intérieure qu'il reconnaît comme juste. Cette indépendance n'est pas de l'arrogance, mais une fidélité à soi-même. Emerson valorise cette capacité à rester droit, même quand le monde pousse à la compromission. Il voit dans cette posture une forme de courage silencieux, bien plus rare que les exploits spectaculaires. Le caractère se manifeste aussi dans la manière dont l'homme affronte l'échec. L'échec, pour Emerson, n'est pas une honte en soi. Ce qui importe, c'est la manière de le porter. Un homme sans caractère cherche des excuses, accuse les circonstances, se replie dans l'amertume. Un homme de caractère assume sa part de responsabilité, apprend et continue d'avancer sans se renier. Cette attitude transforme l'échec en expérience formatrice au lieu de le transformer en blessure définitive. Là encore, le caractère agit comme une richesse intérieure qui produit des intérêts à long terme. Emerson insiste également sur la relation entre caractère et confiance. La vraie confiance ne naît pas des discours ou des promesses, mais de la constance. On fait confiance à celui dont les actes sont prévisibles dans leur intégrité. Le caractère crée une forme de gravité morale. Les autres sentent instinctivement qu'ils peuvent s'appuyer sur cet homme, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est fiable. Cette confiance est l'un des biens les plus précieux dans la vie sociale, professionnelle et spirituelle, et elle ne peut être fabriquée artificiellement. Le caractère n'est pas synonyme de rigidité. Emerson ne décrit pas un homme figé, incapable d'évoluer. Au contraire, le véritable caractère inclut la capacité de se corriger, de reconnaître ses erreurs et de grandir. La rigidité excessive est souvent un signe de faiblesse intérieure, une peur déguisée de se remettre en question. Le caractère authentique allie fermeté sur les principes et souplesse dans les méthodes. Il distingue ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et ne sacrifie jamais l'essentiel pour un avantage temporaire. Emerson voit dans le caractère une force créatrice. Un homme de caractère influence son environnement sans chercher à le dominer. Sa simple présence élève le niveau moral autour de lui, non par des sermons mais par l'exemple. Cette influence est souvent invisible, mais profonde. Elle façonne des cultures, inspire des générations et laisse une trace durable. Les grandes transformations humaines, selon Emerson, ne naissent pas des systèmes abstraits, mais d'individus dont le caractère rayonne silencieusement. Pourquoi Emerson place-t-il le caractère au-dessus du succès? Parce que le succès dépend en grande partie de facteurs extérieurs,
alors que le caractère dépend essentiellement de la volonté intérieure. L'homme ne contrôle pas les circonstances, mais il contrôle sa manière d'y répondre. Cette responsabilité est au cœur de la conduite de la vie. Emerson refuse toute philosophie qui décharge l'homme de cette responsabilité fondamentale. Même dans les situations les plus contraignantes, il reste toujours un espace de choix intérieur. C'est dans cet espace que le caractère se manifeste. Le caractère protège également l'homme contre l'ivresse du pouvoir et de la reconnaissance. Le succès peut enivrer, déformer le jugement et corrompre les intentions. Sans caractère solide, l'homme finit par se perdre dans l'image qu'il projette. Emerson voit là l'une des grandes tragédies humaines. Des individus brillants détruits par leur propre ascension. Le caractère agit alors comme une boussole intérieure, rappelant constamment les limites, les devoirs et la finalité réelle de l'existence. Dans la vision d'Emerson, le caractère est intimement lié à la vérité. Vivre avec caractère, c'est refuser le mensonge, même confortable. C'est accepter l'inconfort de la lucidité plutôt que la tranquillité de l'illusion. Cette exigence intérieure rend la vie plus exigeante, mais aussi plus authentique. Emerson ne promet pas le bonheur facile, mais une forme de dignité profonde, qui ne dépend pas des fluctuations extérieures. Le caractère se forge aussi dans la solitude. Emerson valorise ces moments où l'homme se retrouve face à lui-même, sans distraction ni validation extérieure. C'est dans ces instants que se révèlent les véritables motivations. La solitude agit comme un révélateur. Celui qui fuit constamment le silence fuit souvent sa propre faiblesse intérieure. Celui qui accepte de s'y confronter développe une force tranquille, une clarté qui nourrit le caractère. Enfin, Emerson rappelle que le caractère est une œuvre de toute une vie. Il ne se termine jamais. Chaque jour offre une occasion de le renforcer ou de l'affaiblir. Cette vision donne à la vie une profondeur particulière. Chaque choix, même le plus banal, participe à la construction ou à l'érosion de cette richesse intérieure. Ainsi, la conduite de la vie ne consiste pas à accumuler des trophées extérieurs, mais à devenir un homme dont la présence même témoigne d'une cohérence intérieure. Le caractère, pour Emerson, est la vraie richesse parce qu'il ne dépend pas des circonstances, parce qu'il survit à la perte, parce qu'il donne un sens à l'action et une dignité à l'existence. Il est ce qui permet à l'homme de rester debout quand tout vacille, de rester fidèle quand tout pousse à trahir, et de rester humain quand le monde incite à la facilité. Voilà pourquoi Emerson place le caractère au sommet de sa vision de la vie, non comme un idéal abstrait, mais comme la seule fondation capable de soutenir durablement l'existence humaine. Chapitre 3. Le pouvoir de la volonté. Pour Emerson, la volonté est l'une des forces les plus discrètes et pourtant les plus décisives de l'existence humaine. Elle ne se manifeste pas par des éclats spectaculaires, ni par des démonstrations visibles de puissance. Elle agit dans le silence, dans la continuité, dans cette capacité presque invisible de l'homme à rester fidèle à une direction intérieure malgré l'instabilité du monde. Là où beaucoup cherchent des appuis extérieurs, Emerson affirme que la véritable force commence lorsque l'homme apprend à se soutenir lui-même. La volonté n'est pas un cri, elle est une tenue. Elle ne promet pas l'absence de difficultés, mais elle permet de ne pas se dissoudre face à elle. Dans un monde instable, marqué par l'incertitude, les changements rapides et les pressions constantes, la tentation est grande de se laisser porter par les circonstances. Emerson observe que la majorité des hommes ne manquent pas d'idées, mais de fermeté. Ils commencent avec élan, puis s'arrêtent dès que la résistance apparaît. La volonté, dans sa vision, n'est pas une excitation passagère, mais une décision renouvelée. Décider de se tenir droit ne signifie pas refuser les tempêtes, mais refuser de se courber intérieurement devant elles. C'est cette posture intérieure qui distingue l'homme conduit par sa volonté de celui gouverné par les événements. Emerson insiste sur le fait que la volonté n'est pas synonyme d'entêtement aveugle, elle n'est pas une rigidité brutale qui refuse toute adaptation. Elle est plutôt une fidélité profonde à une direction choisie en conscience. L'homme volontaire n'est pas celui qui s'oppose à tout, mais celui qui sait ce qu'il refuse de sacrifier. Cette nuance est essentielle.
Beaucoup confondent la volonté avec la domination ou la contrainte. Emerson la relie au contraire à la maîtrise de soi. La volonté commence par la capacité à gouverner ses propres impulsions avant de prétendre agir sur le monde. La discipline intérieure est, pour Emerson, le terrain où la volonté se forme et se renforce. Le chaos extérieur est inévitable, les circonstances échappent largement au contrôle humain. Mais le désordre intérieur, lui, est une responsabilité personnelle. Lorsque l'homme laisse ses émotions, ses peurs ou ses désirs immédiats dicter ses actes, il devient fragile, instable, facilement manipulable. La discipline intérieure n'est pas une privation, mais une libération. Elle permet à l'homme de ne pas être l'esclave de ce qui le traverse. Emerson voit dans cette discipline une forme de dignité fondamentale, sans laquelle aucune conduite de vie cohérente n'est possible. La volonté se révèle surtout dans la durée. Emerson affirme que l'homme devient ce qu'il soutient longtemps. Cette idée traverse toute sa pensée. Ce n'est pas l'intensité initiale qui transforme une vie, mais la persistance. Les résolutions spectaculaires, les engagements pris dans l'enthousiasme, ont peu de valeur s'ils ne sont pas suivis par une constance silencieuse. La volonté véritable se mesure dans la répétition quotidienne, dans la capacité à revenir encore et encore à ce qui a été décidé, même quand l'élan émotionnel a disparu. Emerson observe que beaucoup d'hommes attribuent leurs échecs à un manque de talent ou d'opportunité, alors que la cause réelle est souvent une volonté fragmentée. Ils commencent plusieurs chemins sans en approfondir aucun. Ils se dispersent, séduits par la nouveauté, puis se lassent dès que l'effort devient exigeant. La volonté, au contraire, rassemble l'énergie intérieure. Elle unifie les pensées, les actes et les objectifs. Elle donne une direction claire à la vie, même si cette direction évolue avec le temps. La décision de se tenir droit est, chez Emerson, un acte profondément moral, mais non moralisateur. Il ne s'agit pas d'obéir à des règles imposées de l'extérieur, mais de rester fidèle à une loi intérieure reconnue comme juste. Cette fidélité exige parfois de résister à l'opinion dominante, à la pression sociale, au désir d'approbation. La volonté devient alors une forme de courage tranquille. Elle ne cherche pas à convaincre, elle persiste. Emerson valorise cette capacité à rester aligné avec soi-même dans un monde qui pousse constamment à la conformité. La volonté est également ce qui permet à l'homme de traverser l'incertitude sans se perdre. Emerson ne promet pas la clarté absolue. Il sait que la vie est faite de zones floues, de décisions imparfaites, de chemins partiellement visibles. Mais la volonté permet d'avancer malgré l'absence de garantie. L'homme volontaire accepte de marcher sans certitude totale, porté par une confiance intérieure plutôt que par des assurances extérieures. Cette posture distingue la maturité intérieure de l'attente passive. Emerson souligne que la volonté se construit souvent à travers l'adversité. Les obstacles ne sont pas des ennemis de la volonté, ils en sont les formateurs. Chaque résistance oblige l'homme à préciser ses intentions. Veut-il vraiment continuer ? Est-il prêt à payer le prix de ce qu'il désire ? La volonté se clarifie dans ces moments de tension. Celui qui abandonne à la première difficulté n'a pas encore rencontré sa propre profondeur. Celui qui persiste découvre une force intérieure qu'il ignorait. La discipline intérieure contre le chaos extérieur implique aussi une gestion consciente de la tension. Emerson observe que l'esprit humain est facilement dispersé. Les sollicitations constantes, les peurs anticipées, les comparaisons permanentes affaiblissent la volonté. Apprendre à diriger son attention est une forme essentielle de discipline. Là où l'attention se fixe, l'énergie suit. L'homme qui laisse son attention être constamment capturée par l'extérieur perd peu à peu sa capacité de décision intérieure. La volonté exige donc une certaine sobriété mentale, une capacité à dire non au superflu. Emerson lie étroitement la volonté à la responsabilité. Vouloir, ce n'est pas seulement désirer, c'est accepter les conséquences.
Beaucoup veulent les résultats sans assumer les exigences. La volonté authentique inclut l'acceptation lucide des sacrifices nécessaires. Elle ne se plaint pas de ce qu'elle a elle-même choisi. Cette responsabilité donne à la vie une gravité particulière. Chaque choix devient significatif, non parce qu'il garantit le succès, mais parce qu'il engage l'homme tout entier. La volonté n'est pas non plus une négation de la sensibilité. Emerson ne prône pas une dureté insensible. Il reconnaît la fragilité humaine, les moments de doute, les faiblesses passagères. Mais il distingue la reconnaissance de la faiblesse de la capitulation devant elle. La volonté permet d'accueillir ses limites sans s'y enfermer. Elle offre une structure intérieure qui empêche l'homme de se définir uniquement par ses états émotionnels du moment. Emerson observe que l'homme sans volonté devient dépendant des circonstances favorables. Il avance quand tout va bien et s'arrête dès que les conditions changent. Cette dépendance rend la vie instable et anxieuse. À l'inverse, l'homme doté d'une volonté ferme peut avancer même dans des conditions imparfaites. Il ne cherche pas le moment idéal, il agit dans le moment réel. Cette capacité à agir sans attendre la perfection est l'une des marques de la maturité intérieure. La volonté agit également comme un principe d'unification morale. Elle permet de résister aux contradictions internes, aux désirs opposés qui tirent l'homme dans des directions contraires. Sans volonté, l'homme devient fragmenté. Il veut une chose aujourd'hui et son contraire demain. Cette incohérence crée une fatigue intérieure profonde. La volonté, en maintenant une direction stable, apporte une forme de paix intérieure. Non pas une absence de conflit, mais une hiérarchisation claire des priorités. Emerson affirme que l'homme devient ce qu'il soutient longtemps, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Cette idée invite à une vision à long terme de l'existence. La volonté travaille souvent dans l'ombre. Elle ne produit pas toujours des succès rapides, mais elle transforme progressivement l'être intérieur. Cette transformation finit par se manifester extérieurement, non comme un miracle soudain, mais comme une conséquence naturelle d'un alignement intérieur prolongé. La volonté est aussi ce qui protège l'homme contre le découragement. Le découragement naît souvent d'attentes irréalistes. Emerson invite à une patience active. La volonté accepte que certaines constructions prennent du temps. Elle ne confond pas lenteur et échec. Elle continue d'agir même quand les résultats sont modestes. Cette persévérance tranquille est une forme de sagesse pratique, indispensable à toute conduite de vie durable. Enfin, Emerson voit dans la volonté une expression de la liberté humaine. L'homme n'est jamais totalement libre des circonstances, mais il est libre dans sa réponse. Cette liberté intérieure est le cœur de la dignité humaine. La volonté permet d'exercer cette liberté même dans des contextes contraignants. Elle affirme que l'homme n'est pas uniquement un produit de son environnement, mais un être capable de choix conscients et durables. Ainsi, le pouvoir de la volonté, tel que le conçoit Emerson, n'est ni spectaculaire ni bruyant. Il se manifeste dans la constance, dans la fidélité à soi-même, dans la discipline intérieure face au chaos extérieur. Il permet à l'homme de se tenir droit dans un monde instable, non par rigidité, mais par cohérence intérieure. Et à force de soutenir une direction juste, jour après jour, l'homme finit par devenir ce qu'il a choisi d'être, non par hasard, mais par persistance. Chapitre 4. Le travail comme expression de l'âme. Pour Emerson, le travail n'est jamais un simple moyen de survie, ni une contrainte imposée de l'extérieur. Il est une expression directe de l'âme humaine, une manière pour l'homme de se manifester dans le monde concret. Là où beaucoup voient le travail comme une punition nécessaire, Emerson y voit une révélation progressive de ce que l'homme est réellement. Le travail, dans cette perspective, n'est pas séparé de l'être intérieur, il en est le prolongement visible. Ce que l'homme fait chaque jour façonne ce qu'il devient, bien plus profondément que ce qu'il pense ou ce qu'il affirme vouloir être. Emerson refuse l'idée que le travail serait une malédiction réservée aux plus modestes, pendant que d'autres seraient destinés à une vie d'oisiveté éclairée.
Pour lui, l'oisiveté est souvent un appauvrissement intérieur déguisé. L'homme qui ne s'engage dans aucune œuvre concrète finit par se perdre dans des abstractions stériles. Le travail ancre l'individu dans la réalité. Il oblige à confronter ses idées à la matière, au temps, à l'effort. C'est dans cette confrontation que l'âme cesse d'être vague et devient précise. Travailler avec sens plutôt qu'avec résignation est une distinction fondamentale chez Emerson. La résignation transforme le travail en fardeau, en ennemi quotidien. Elle vide l'action de toute noblesse. Le sens, au contraire, redonne au travail sa dimension humaine. Il ne s'agit pas nécessairement d'aimer chaque tâche, mais de comprendre pourquoi on l'a fait et ce qu'elle construit intérieurement. Emerson observe que deux hommes peuvent accomplir le même travail matériel, mais ne pas vivre la même expérience intérieure. L'un s'use, l'autre se renforce. La différence réside dans le rapport intime qu'ils entretiennent avec leur effort. Le travail révèle le caractère. Il met à nu la relation de l'homme à la discipline, à la patience, à la responsabilité. Face au travail, il n'est plus possible de se cacher derrière des discours. La réalité exige des actes répétés, une constance, une attention aux détails. Emerson voit dans cette exigence une opportunité de croissance morale. Celui qui travaille sérieusement développe une forme de respect pour le réel. Il apprend que toute chose durable se construit lentement, par accumulation de gestes justes. La dignité du travail bien fait occupe une place centrale dans la pensée d'Emerson. Il ne mesure pas la valeur du travail à son prestige social ou à sa récompense financière, mais à la qualité de l'engagement intérieur qu'il mobilise. Un travail humble, exécuté avec soin, peut élever davantage l'homme qu'une activité brillante accomplie sans conscience. Le travail bien fait impose une discipline intérieure. Il exige de l'homme qu'il se dépasse, non pour impressionner, mais pour être fidèle à une exigence intime de justesse. Emerson critique fortement la tendance à dissocier l'homme de son œuvre. Lorsque le travail est vécu comme une simple obligation extérieure, il produit une fracture intérieure. L'homme se sent aliéné, étranger à ce qu'il fait. Cette aliénation affaiblit l'âme. À l'inverse, lorsque le travail est perçu comme une extension de soi, il devient un moyen d'unification intérieure. L'homme se reconnaît dans ce qu'il produit. Même imparfaite, son œuvre porte la marque de son effort et de son intention. Le travail façonne l'homme autant que le résultat qu'il produit, parfois même davantage. Emerson insiste sur ce point avec force. Le monde moderne valorise excessivement les résultats visibles, les succès mesurables, les accomplissements extérieurs. Emerson renverse cette logique. Ce qui compte réellement, c'est ce que le travail fait de l'homme pendant qu'il agit. La patience acquise, la rigueur développée, la capacité à persévérer malgré la fatigue, tout cela constitue une richesse intérieure durable, indépendante des circonstances extérieures. Emerson voit dans le travail un exercice de présence. Travailler sérieusement exige une attention soutenue, une immersion dans l'instant. Cette attention protège l'esprit contre la dispersion et l'agitation inutile. L'homme qui travaille avec conscience habite pleinement ses actes. Il cesse de vivre uniquement dans l'attente de demain ou dans le regret d'hier. Le travail devient alors une forme de méditation active, un moyen de rassembler l'esprit au lieu de le fragmenter. La relation au travail révèle également le rapport de l'homme à l'effort. Emerson observe que beaucoup cherchent des raccourcis, des solutions rapides, des gains sans engagement réel. Cette mentalité affaiblit le caractère. Le travail, lorsqu'il est accepté dans sa durée et sa difficulté, apprend à l'homme la valeur de l'effort prolongé. Il enseigne que certaines satisfactions ne peuvent être obtenues que lentement. Cette lenteur n'est pas un défaut, mais une condition de la profondeur. Emerson ne nie pas la fatigue, ni la difficulté du travail. Il ne propose pas une vision naïve ou idéalisée, mais il distingue la fatigue qui détruit de celle qui fortifie. La fatigue issue d'un travail dépourvu de sens épuise l'âme. Celle qui naît d'un effort conscient et assumé renforce l'être intérieur. Cette différence est essentielle. Elle explique pourquoi certains hommes, malgré un travail intense, conservent une vitalité intérieure, tandis que d'autres s'éteignent progressivement. Le travail est aussi, pour Emerson, un moyen de se connaître. Face aux obstacles, l'homme découvre ses limites réelles, mais aussi ses ressources insoupçonnées. Les projets avortés, les erreurs, les reprises obligées
sont autant de révélateurs de caractère. Sans travail, ces aspects resteraient invisibles. L'âme se révèle dans l'action plus que dans la contemplation passive. Emerson valorise cette connaissance de soi acquise par l'expérience concrète plutôt que par l'introspection abstraite. Emerson établit un lien étroit entre travail et responsabilité. Travailler, c'est accepter d'être responsable de ce que l'on produit, même imparfaitement. Cette responsabilité structure l'individu. Elle l'oblige à sortir de la plainte et de la justification permanente. Celui qui assume son travail assume progressivement sa vie. Il cesse de se percevoir comme une victime des circonstances et devient un acteur conscient de son parcours. Le travail bien compris protège également contre le cynisme. Emerson observe que le cynisme naît souvent d'un détachement excessif, d'une incapacité à s'engager pleinement. Le travail, en exigeant un engagement réel, ancre l'homme dans une relation vivante avec le monde. Il empêche la dérive vers une ironie stérile qui observe sans jamais construire. Le travail rappelle à l'homme qu'il est ici pour participer, non pour commenter indéfiniment. Dans la vision d'Emerson, le travail est une forme de dialogue entre l'homme et la nature. L'homme transforme la matière, mais la matière résiste, impose ses lois, corrige les illusions. Ce dialogue est formateur. Il apprend l'humilité sans écraser l'ambition. L'homme comprend qu'il ne peut pas tout imposer, mais qu'il peut collaborer avec les forces naturelles. Cette collaboration développe une intelligence pratique, éloignée des abstractions déconnectées du réel. Le travail permet aussi de réconcilier pensée et action. Emerson critique les esprits brillants incapables de traduire leurs idées en actes. La pensée sans travail reste inachevée. Le travail donne corps aux idées, les éprouve, les affine. Inversement, le travail sans pensée devient mécanique et appauvrissant. Emerson appelle à une union harmonieuse entre l'intelligence et l'action, où le travail devient une pensée incarnée. La dignité du travail bien fait réside également dans le respect de soi qu'il engendre. L'homme qui accomplit son travail avec sérieux développe une estime intérieure indépendante du regard des autres. Il sait ce qu'il a donné. Cette connaissance intime protège contre les fluctuations de l'opinion publique. Emerson valorise cette forme de stabilité intérieure, essentielle à une conduite de vie solide. Emerson observe que le travail structure le temps. Il impose un rythme, une organisation, une continuité. Sans travail, le temps se dissout, devient flou, improductif. Le travail donne au temps une forme et une direction. Il transforme les jours en étapes, les efforts en progression. Cette structuration est bénéfique à l'équilibre intérieur. Elle empêche l'esprit de se perdre dans une errance sans but. Le travail, lorsqu'il est vécu comme une expression de l'âme, devient également un service rendu au monde. Emerson insiste sur cette dimension. L'homme ne travaille pas seulement pour lui-même. Son œuvre, aussi modeste soit-elle, s'inscrit dans un tissu collectif. Elle contribue à l'ordre, à la beauté ou à l'utilité du monde. Cette conscience du service donne au travail une dimension morale sans le transformer en sermon. Emerson refuse l'idée que le travail devrait être constamment plaisant pour être valable. Il distingue la joie profonde de la satisfaction immédiate. La joie profonde naît souvent après l'effort, non pendant. Le travail enseigne cette vérité essentielle. Certaines des expériences les plus enrichissantes exigent de traverser l'inconfort. Cette acceptation de l'inconfort temporaire est un signe de maturité intérieure. Le travail façonne également la relation de l'homme à la réussite. Emerson met en garde contre une conception purement extérieure du succès. Si le travail n'est qu'un moyen d'obtenir reconnaissance ou richesse, il devient fragile. Le moindre revers détruit la motivation. À l'inverse, si le travail est une expression de l'âme, la réussite extérieure devient secondaire. Elle peut venir ou non, sans anéantir le sens de l'effort. Emerson voit dans le travail une école de patience. La patience n'est pas une attente passive, mais une capacité à persévérer sans se précipiter. Le travail quotidien, par sa répétition, enseigne cette vertu. Il apprend à l'homme à respecter le temps nécessaire à toute croissance réelle. Cette patience protège contre l'impatience destructrice qui pousse à abandonner trop tôt. Enfin, Emerson considère que le travail relie l'homme à une forme de vérité. Dans l'action, les illusions se dissipent. Ce qui fonctionne reste, ce qui ne fonctionne pas disparaît.
Cette confrontation constante avec le réel affine le jugement. Elle empêche l'esprit de s'enfermer dans des constructions artificielles. Le travail devient ainsi un correcteur permanent de l'ego. Ainsi, dans la vision d'Emerson, le travail n'est jamais une simple contrainte économique. Il est une voie de formation intérieure, une expression de l'âme, un moyen de dignité et de cohérence. Travailler avec sens transforme l'effort en croissance, la fatigue en force, la répétition en profondeur. Ce n'est pas seulement le monde que l'homme façonne par son travail, c'est lui-même. Et dans cette transformation silencieuse se joue une grande part de la conduite juste de la vie. Chapitre 5. La richesse et ses illusions. Pour Emerson, la richesse est l'un des sujets les plus mal compris de la vie humaine, précisément parce qu'elle touche à la fois aux besoins concrets et aux désirs les plus profonds de l'ego. Il ne nie pas l'utilité de l'argent ni son rôle pratique dans l'organisation du monde. Mais il s'oppose fermement à l'idée que la richesse puisse être une mesure fiable de la valeur d'un homme ou de la réussite d'une vie. Là où beaucoup voient dans l'accumulation matérielle une preuve de supériorité ou d'accomplissement, Emerson voit un terrain glissant, rempli d'illusions subtiles et dangereuses pour l'âme. L'argent, dans la pensée d'Emerson, n'est qu'un outil puissant, certes, mais un outil tout de même. Il permet d'échanger, de construire, de protéger, parfois de libérer du temps et de l'énergie. Le problème n'apparaît pas lorsque l'argent est utilisé, mais lorsqu'il devient le centre de gravité de l'existence. Dès que l'homme commence à organiser sa vie intérieure autour de ce qu'il possède, l'outil se transforme en maître. Emerson observe que cette inversion est si courante qu'elle passe souvent inaperçue. L'homme croit posséder sa richesse, alors qu'en réalité, c'est elle qui façonne ses peurs, ses choix et ses priorités. La richesse ne garantit ni la paix ni la grandeur intérieure. Emerson insiste sur ce point avec une lucidité presque sévère. Il observe que les sociétés prospères regorgent d'individus anxieux, insatisfaits, constamment menacés par la peur de perdre ce qu'ils ont accumulé. L'abondance matérielle peut même amplifier certaines fragilités intérieures. Plus l'homme possède, plus il peut craindre la chute. Plus il accumule, plus il peut devenir prisonnier de la comparaison et du regard des autres. La paix intérieure, selon Emerson, ne naît jamais de ce qui est extérieur, mais de l'accord entre l'homme et sa propre conscience. La grandeur véritable, pour Emerson, n'est pas liée à la quantité de biens possédés, mais à la qualité de l'être. Il distingue clairement l'homme riche et l'homme grand. Le premier peut posséder beaucoup sans jamais s'élever intérieurement. Le second peut vivre avec peu et rayonner d'une force morale qui dépasse de loin l'influence de l'argent. Emerson rappelle que l'histoire humaine est remplie de figures qui ont marqué le monde sans être riches, et d'hommes immensément riches dont le passage n'a laissé aucune trace durable. Cette observation remet en question les critères habituels de succès. Le danger de mesurer la vie par la possession est l'un des pièges les plus subtils de la modernité, bien avant même l'ère industrielle. Emerson perçoit déjà cette dérive. Lorsque l'homme commence à se définir par ce qu'il a, il cesse progressivement de se définir par ce qu'il est. La question fondamentale devient alors « Combien ai-je » au lieu de « Qui suis-je » Cette confusion entraîne une perte de repères intérieurs. L'homme peut accumuler sans jamais se sentir accompli, parce que la possession ne nourrit pas ce qui cherche réellement à être nourri en lui. Emerson observe que la possession appelle toujours davantage de possession. Il n'existe pas de seuil naturel où l'homme se sent soudainement complet par l'accumulation matérielle. Chaque acquisition crée un nouveau désir, chaque satisfaction ouvre un nouveau manque. Cette dynamique entretient une agitation constante. L'homme court après une sensation de sécurité ou de reconnaissance qui lui échappe toujours. Emerson voit dans cette course une forme moderne d'esclavage, invisible mais profondément contraignante. La pauvreté morale au cœur de l'abondance matérielle est l'une des critiques les plus fortes d'Emerson. Il constate que des sociétés riches peuvent produire des individus intérieurement pauvres, pauvres en sens, pauvres en courage, pauvres en profondeur. Lorsque l'argent devient la valeur suprême, d'autres valeurs se dégradent. La loyauté peut céder face à l'intérêt. L'honnêteté peut être négociée. La dignité peut être sacrifiée pour préserver un avantage matériel. Emerson ne condamne pas ces dérives par moralisme, mais par observation lucide de leurs conséquences sur l'âme humaine. La richesse peut également isoler.
Emerson note que plus un homme s'élève matériellement, plus il peut être tenté de se couper de certaines réalités humaines fondamentales. Le confort excessif peut éloigner de l'effort, de la solidarité, de la compréhension des difficultés communes. Cette distance affaiblit la sensibilité morale. L'homme risque alors de perdre le contact avec ce qui l'a formé, avec les luttes qui donnent de l'épaisseur à l'existence. La richesse, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une grande vigilance intérieure, peut appauvrir la perception du réel. Emerson refuse cependant une vision simpliste qui opposerait richesse et vertu. Il ne glorifie pas la pauvreté pour elle-même. La pauvreté, lorsqu'elle est subie, peut être destructrice, humiliante, limitante. Ce qu'il critique, ce n'est pas la possession, mais l'attachement. Ce n'est pas l'argent, mais l'illusion qu'il pourrait remplacer le caractère, la sagesse ou la paix intérieure. L'homme peut être riche et profondément intègre, à condition que la richesse reste à sa place, comme un moyen et non une fin. La richesse devient dangereuse lorsqu'elle sert à éviter le travail intérieur. Emerson observe que certains utilisent l'argent pour masquer un vide existentiel, pour acheter des distractions, pour fuir le silence où les vraies questions émergent. Cette fuite peut fonctionner temporairement, mais elle ne résout rien. Le vide demeure, souvent amplifié par le contraste entre l'abondance extérieure et la pauvreté intérieure. Emerson voit dans cette contradiction l'une des grandes tragédies de la vie moderne. Mesurer la vie par la possession modifie également la relation au temps. L'homme obsédé par l'accumulation projette constamment son bonheur dans l'avenir. Il se dit que la paix viendra plus tard, une fois un certain seuil atteint. Mais ce seuil se déplace sans cesse. Emerson dénonce cette illusion du plus tard, qui empêche l'homme de vivre pleinement le présent. La vie devient un moyen en vue d'un futur hypothétique, jamais une réalité habitée ici et maintenant. La richesse peut aussi fausser la notion de mérite. Emerson remarque que l'argent est souvent confondu avec la valeur personnelle. Celui qui réussit matériellement est perçu comme supérieur, plus intelligent, plus méritant, même lorsque le succès est le fruit de circonstances favorables ou de privilèges hérités. Cette confusion alimente l'orgueil chez certains et le découragement chez d'autres. Emerson cherche à rétablir une hiérarchie plus juste, fondée sur le caractère, l'effort et l'intégrité plutôt que sur les résultats financiers. L'une des illusions les plus profondes de la richesse est la promesse de sécurité absolue. Emerson affirme que cette sécurité n'existe pas. Les biens peuvent être perdus, les marchés s'effondrer, les situations changer brutalement. Celui qui fonde son sentiment de sécurité uniquement sur l'argent vit dans une fragilité permanente, même s'il ne le reconnaît pas. La seule sécurité réelle, selon Emerson, réside dans la solidité intérieure, dans la capacité à s'adapter, à reconstruire, à rester droit face au revers. Emerson met également en garde contre l'idée que la richesse conférerait automatiquement une liberté. En réalité, elle peut créer de nouvelles dépendances. L'homme riche doit protéger ses biens, gérer ses intérêts, répondre à des attentes. Il peut devenir prisonnier de son propre succès. La liberté véritable, pour Emerson, est intérieure. Elle réside dans la capacité à choisir ses valeurs, à dire non, à ne pas être acheté par des avantages matériels. La richesse mal comprise peut déformer la relation aux autres. Emerson observe que l'argent introduit souvent une distance, une méfiance ou une instrumentalisation des relations humaines. Les échanges deviennent intéressés, calculés, l'amitié peut être suspectée, l'amour conditionné. Cette corruption subtile des liens humains est l'un des coûts invisibles de l'obsession matérielle. Emerson valorise au contraire des relations fondées sur le respect, la sincérité et la reconnaissance mutuelle, indépendantes de la position sociale. Emerson insiste sur la nécessité d'une discipline intérieure face à la richesse. L'argent, parce qu'il amplifie ce que l'homme est déjà, exige une grande maturité morale. Entre de mauvaises mains, il renforce l'égoïsme, la domination, la superficialité. Entre des mains justes, il peut servir à construire, à soutenir, à élever. La richesse n'est donc jamais neutre. Elle agit comme un révélateur du caractère plus que comme un créateur de vertus. Il souligne également que la véritable abondance ne se limite pas au domaine matériel. Un homme peut être riche en temps, en relations, en sens, en liberté intérieure.
Ces formes de richesse sont souvent invisibles aux critères sociaux dominants, mais elles déterminent profondément la qualité de la vie vécue. Emerson invite à élargir la définition de la richesse pour y inclure ce qui nourrit réellement l'âme humaine. La pauvreté morale, qu'Emerson redoute tant, se manifeste lorsque l'homme sacrifie ses principes pour préserver ou augmenter sa fortune. Chaque compromis intérieur affaiblit un peu plus la structure morale. À long terme, cette érosion produit un être extérieur riche mais intérieurement fragile, dépendant, inquiet. Emerson voit dans cette fragilité une forme de misère plus grave que le manque matériel, car elle prive l'homme de sa dignité profonde. Pour Emerson, la question essentielle n'est donc pas « combien possèdes-tu ?» mais « que fais-tu de ce que tu possèdes et que fais-tu de toi-même ?» La richesse, lorsqu'elle est replacée à sa juste place, peut devenir un allié. Lorsqu'elle est érigée en finalité, elle devient une illusion dangereuse. Elle promet beaucoup et donne peu parce qu'elle ne peut satisfaire ce qu'elle n'a jamais été destinée à nourrir. Ainsi, Emerson nous invite à regarder la richesse avec lucidité sans la diaboliser ni l'idolâtrer. Il nous rappelle que la valeur d'une vie ne se mesure pas à l'épaisseur d'un portefeuille, mais à la cohérence entre les actes, les valeurs et la conscience. La vraie richesse, dans sa vision, est celle qui ne peut être perdue par un retournement de fortune. Le caractère, la sagesse, la liberté intérieure. Tout le reste n'est qu'accessoire, utile parfois, mais jamais essentiel à la grandeur humaine. Chapitre 6. Le pouvoir social et ses pièges. Emerson aborde le pouvoir social avec une lucidité rare, car il comprend que l'influence, la reconnaissance et la réputation sont des forces aussi puissantes que dangereuses. Elles ne sont pas matérielles, mais elles façonnent profondément les comportements humains. Là où la richesse agit sur les besoins et les désirs visibles, le pouvoir social agit sur l'ego, sur le besoin d'être vu, reconnu, validé. Emerson ne condamne pas l'influence en elle-même, mais il met en garde contre l'illusion qu'elle représente lorsqu'elle devient un objectif au lieu d'une conséquence. L'influence sociale commence souvent de manière subtile. Un homme agit avec justesse, parle avec clarté, travaille avec sérieux, et peu à peu, les autres l'écoutent. Cette écoute peut devenir reconnaissance, puis autorité symbolique. Emerson observe que ce processus est naturel et même nécessaire à la vie collective. Les sociétés ont besoin de repères, de figures inspirantes, de voix qui orientent. Le danger apparaît lorsque l'homme commence à agir non plus selon sa conscience, mais selon l'effet produit sur les autres. À ce moment précis, l'influence cesse d'être un prolongement de l'intégrité pour devenir une stratégie. La reconnaissance est l'un des pièges les plus raffinés du pouvoir social. Emerson remarque que l'homme peut devenir dépendant du regard extérieur sans même s'en rendre compte. Il commence par apprécier l'estime qu'on lui porte, puis il en vient à la rechercher et enfin à la craindre de perdre. Cette peur modifie progressivement ses choix. Il évite les positions impopulaires, adoucit ses convictions, ajuste son discours. Ce glissement est presque imperceptible, mais il marque le début d'une aliénation intérieure. L'homme n'agit plus en vérité, il agit en fonction de l'opinion. La réputation, quant à elle, est une construction fragile et souvent trompeuse. Emerson souligne qu'elle repose rarement sur la totalité d'un être, mais sur une image simplifiée, parfois déformée. Être prisonnier de sa réputation, c'est être contraint de correspondre à une version figée de soi-même. L'homme n'ose plus évoluer, se tromper, changer de cap, par peur de décevoir ou de choquer. Emerson voit dans cette rigidité une forme de mort intérieure, car la vie est mouvement, croissance et transformation constante. Pourquoi la société flatte puis dévore? Emerson observe un mécanisme presque universel. La foule élève ceux qui la séduisent, la divertissent ou la rassurent. Elle applaudit, célèbre, exagère. Mais cette élévation est instable. La même foule qui acclame aujourd'hui peut rejeter demain. Dès que l'homme cesse de correspondre aux attentes, dès qu'il dérange ou qu'il révèle une vérité inconfortable, l'admiration peut se transformer en hostilité.
Emerson insiste sur ce point. La foule n'aime pas l'indépendance durable. Elle aime l'image qu'elle peut consommer, non l'esprit libre qui échappe à son contrôle. Ce cycle de glorification et de rejet est l'un des grands pièges du pouvoir social. Celui qui s'y abandonne vit dans une tension permanente. Il doit constamment nourrir l'attention, maintenir son statut, rester visible. Emerson voit dans cette agitation une perte de liberté profonde. L'homme devient acteur de sa propre vie, jouant un rôle plutôt que vivant selon sa nature. Plus il dépend de l'approbation, plus il s'éloigne de lui-même. Résister à la foule sans la mépriser est l'un des défis centraux qu'Emerson pose à l'homme conscient. Il ne s'agit pas de rejeter la société, ni de se placer au-dessus des autres dans une posture de supériorité morale. Emerson se méfie autant du conformisme que de l'orgueil solitaire. Résister à la foule, c'est conserver son axe intérieur tout en restant humain, ouvert, attentif. C'est écouter sans se dissoudre, participer sans se trahir. Emerson insiste sur la nécessité d'une indépendance intérieure solide. Cette indépendance ne consiste pas à s'opposer systématiquement, mais à agir à partir de principes clairs. L'homme véritablement libre peut être d'accord avec la majorité sans se sentir soumis et en désaccord sans se sentir isolé. Il n'a pas besoin de provoquer pour exister, ni de se conformer pour être accepté. Cette stabilité intérieure est rare car elle demande un travail constant sur soi. La conformité est l'une des pressions les plus fortes exercées par le pouvoir social. Emerson observe que la société n'impose pas toujours par la force, mais par le regard, le jugement implicite, l'exclusion silencieuse. Beaucoup préfèrent renoncer à leur vérité plutôt que de supporter l'inconfort d'être différent. Emerson voit dans ce renoncement une perte irréversible. Chaque fois que l'homme se tait alors qu'il devrait parler, ou parle alors qu'il devrait se taire, il affaiblit sa relation à lui-même. Rester soi dans un monde qui exige la conformité demande du courage, mais aussi de la clarté. Emerson affirme que l'homme doit d'abord se connaître pour ne pas se perdre. Celui qui ignore ses valeurs est facilement façonné par l'opinion dominante. Celui qui a clarifié ce qui compte réellement pour lui peut traverser les tempêtes sociales sans se désagréger. La société peut influencer les comportements, mais elle ne devrait jamais gouverner la conscience. Le pouvoir social peut également flatter l'ego de manière dangereuse. Emerson remarque que plus un homme est admiré, plus il peut être tenté de croire à sa propre image. Il risque alors de confondre le rôle qu'on lui attribue avec ce qu'il est réellement. Cette confusion engendre l'arrogance, puis la chute. Emerson rappelle que personne n'est à l'abri de l'erreur, et que l'admiration excessive est souvent un mauvais conseiller. Elle isole l'homme de la critique honnête et l'enferme dans une bulle artificielle. Emerson valorise la discrétion intérieure face au pouvoir social. Il admire ceux qui accomplissent leur devoir sans chercher à être vus, ceux qui agissent avec droiture même lorsque personne ne regarde. Pour lui, la véritable grandeur n'a pas besoin de scène. Elle se manifeste dans la constance, dans la fidélité à soi, dans le respect silencieux des principes. L'homme qui dépend peu de l'opinion est paradoxalement celui qui influence le plus durablement, car sa parole n'est pas calculée. La société, selon Emerson, est nécessaire mais imparfaite. Elle amplifie autant les vertus que les vices. Elle peut encourager le meilleur comme le pire. C'est pourquoi l'homme doit apprendre à y évoluer sans s'y dissoudre. Il doit accepter les honneurs sans s'y attacher, les critiques sans s'y soumettre. Cette posture demande une maturité rare, car elle va à l'encontre des réflexes naturels de l'ego. Le piège ultime du pouvoir social est la perte de la voix intérieure. Emerson affirme que chaque homme possède une boussole intime, une capacité à discerner le juste indépendamment des modes et des attentes. Lorsque cette voix est étouffée par le bruit du monde, l'homme peut connaître le succès social tout en échouant intérieurement. Emerson considère cet échec comme le plus grave, car il prive l'homme de son centre.
Rester soi n'est pas un acte ponctuel, mais une discipline quotidienne. Chaque choix, chaque compromis, chaque silence construit ou détruit l'intégrité intérieure. Emerson invite à une vigilance constante, non pour vivre dans la méfiance, mais pour rester aligné. Le pouvoir social n'est dangereux que lorsqu'il est subi inconsciemment. Lorsqu'il est compris, il peut être traversé sans dommage. Ainsi, Emerson ne rejette ni l'influence, ni la reconnaissance, ni la place sociale. Il les replace simplement à leur juste niveau. Elles sont des conséquences possibles d'une vie bien conduite, jamais des objectifs en soi. Celui qui cherche le pouvoir social le perd intérieurement. Celui qui cherche la vérité peut, parfois, influencer le monde sans l'avoir voulu. Dans un monde qui exige la conformité, Emerson nous rappelle que la fidélité à soi est une forme de courage silencieux. Elle n'apporte pas toujours l'approbation immédiate, mais elle construit une paix durable. Le pouvoir social passe, la réputation fluctue, la foule change. Ce qui demeure, c'est l'homme qui a su rester droit au milieu du tumulte. C'est cette stabilité intérieure, selon Emerson, qui constitue la véritable force, bien au-delà des applaudissements et des honneurs éphémères. Chapitre 7. La culture, le savoir et l'éducation de soi. Ce chapitre s'inscrit, chez Emerson, comme l'aboutissement naturel de tout ce qui précède. Après avoir parlé de la nature, du caractère, de la volonté, du travail, de la richesse et du pouvoir social, il devient évident que rien de durable ne peut exister sans une éducation intérieure constante. Emerson ne parle pas ici de diplôme, de titre ou de reconnaissance académique, mais d'un travail patient et exigeant que l'homme accomplit sur lui-même tout au long de sa vie. Apprendre n'est pas une phase de jeunesse que l'on abandonne une fois adulte, mais un état permanent de vigilance intérieure. L'homme qui cesse d'apprendre commence déjà à se répéter, et celui qui se répète s'éloigne progressivement de la vie réelle, qui est mouvement, transformation et renouvellement. Pour Emerson, la culture véritable ne se mesure pas à la quantité d'informations accumulées, mais à la capacité de comprendre, de relier et d'assimiler ce que l'on apprend. Il distingue clairement l'esprit nourri de l'esprit encombré. Beaucoup savent, peu comprennent. Beaucoup récitent, peu pensent. Le savoir superficiel donne l'illusion de la maîtrise, mais il rend souvent l'homme rigide, dépendant de l'opinion des autres et incapable de jugement personnel. À l'inverse, la culture authentique rend libre, car elle apprend à voir par soi-même. Lire un livre, pour Emerson, n'a de valeur que si cette lecture éveille une pensée intérieure, provoque une réflexion, oblige l'esprit à dialoguer avec ce qu'il reçoit. Un esprit cultivé n'est pas un esprit rempli, mais un esprit vivant. Apprendre toute sa vie signifie accepter de ne jamais être achevé. Cette idée heurte l'orgueil humain, qui cherche la sécurité dans les certitudes définitives. Pourtant, Emerson rappelle que la sagesse commence précisément là où l'homme accepte son incomplétude. Celui qui croit avoir tout compris se ferme au monde, tandis que celui qui reste ouvert à l'apprentissage demeure jeune intérieurement, quel que soit son âge. La vie elle-même devient alors une école permanente. Chaque rencontre, chaque échec, chaque réussite, portant en elle une leçon à déchiffrer. L'homme attentif apprend autant de ses erreurs que de ses succès, parfois davantage, car l'erreur brise les illusions et oblige à un regard plus profond. Lire occupe une place centrale dans cette éducation de soi, mais Emerson met en garde contre la lecture passive. Lire sans penser revient à laisser l'esprit des autres gouverner le sien. Les grands livres ne sont pas faits pour être admirés de loin ou répétés mécaniquement, mais pour être interrogés, parfois même contredits. Emerson invite le lecteur à dialoguer avec les auteurs, à confronter leurs idées à son expérience personnelle. Le savoir devient alors un ferment, non un dogme. L'homme qui lit ainsi développe une pensée autonome, capable de discernement, et ne devient pas prisonnier des modes intellectuels ou des opinions dominantes. Le danger du savoir sans sagesse est l'un des avertissements les plus forts de ce chapitre. Emerson observe que l'intelligence peut coexister avec une profonde pauvreté morale. Un homme peut être instruit, brillant, respecté, et pourtant manquer de jugement, de mesure et de profondeur. Le savoir,
lorsqu'il n'est pas guidé par une éthique intérieure, peut devenir un instrument de domination, de vanité ou de manipulation. La sagesse, au contraire, est cette capacité à appliquer le savoir avec justesse, à reconnaître les limites de la raison et à respecter l'ordre naturel des choses. Elle ne cherche pas à briller, mais à comprendre. Elle ne cherche pas à imposer, mais à éclairer. Emerson insiste sur le fait que l'éducation véritable commence toujours par soi-même. Aucun système, aucune institution ne peut remplacer l'effort personnel. L'homme cultivé est celui qui se discipline intérieurement, qui choisit ses influences avec soin, qui protège son esprit contre la dispersion et la superficialité. Dans un monde bruyant, saturé d'informations, cette discipline devient un acte de résistance. Apprendre à penser demande du silence, de la lenteur, de la profondeur, des qualités que la société moderne néglige souvent. Pourtant, sans elles, l'homme devient vulnérable aux opinions dominantes, aux peurs collectives et aux manipulations. La culture, pour Emerson, ne doit jamais éloigner l'homme de la vie concrète. Elle n'est pas une fuite dans l'abstraction, mais un moyen de mieux habiter le réel. L'homme cultivé comprend le monde, mais il comprend aussi sa place dans ce monde. Il ne méprise ni le travail manuel ni les réalités ordinaires, car il sait que la sagesse se manifeste autant dans les actes simples que dans les grandes idées. Cette union entre pensée et action distingue l'éducation vivante de l'érudition stérile. Ce que l'homme comprend doit transformer sa manière de vivre, sinon le savoir devient un poids inutile. Emerson voit dans l'homme cultivé un homme libre, non parce qu'il possède plus que les autres, mais parce qu'il dépend moins. Il dépend moins des opinions, moins des modes, moins des jugements extérieurs. Sa richesse est intérieure. Il peut traverser les changements sociaux, économiques ou politiques sans perdre son centre, car sa valeur ne repose pas sur des éléments extérieurs. Cette liberté intérieure n'est pas donnée, elle se construit lentement, par l'effort, la réflexion et l'humilité. Elle demande du courage, car penser par soi-même expose à la solitude et à l'incompréhension. L'éducation de soi est aussi une éducation du regard. Emerson apprend à voir au-delà des apparences, à percevoir les forces invisibles qui gouvernent les comportements humains. Comprendre les autres devient alors un prolongement naturel de la compréhension de soi. L'homme cultivé développe une forme de compassion lucide, non naïve, car il sait que chacun agit à partir de son niveau de conscience. Cette compréhension n'excuse pas tout, mais elle empêche la haine aveugle et le jugement hâtif. La culture élargit l'âme autant que l'esprit. Enfin, Emerson rappelle que le but ultime de la culture n'est ni la domination intellectuelle ni la supériorité sociale, mais l'harmonie intérieure. L'homme éduqué à lui-même cherche l'équilibre entre savoir et sagesse, entre pensée et action, entre solitude et engagement. Il accepte de rester élève toute sa vie, car il comprend que la vérité n'est jamais possédée une fois pour toutes. Cette attitude humble et exigeante est, pour Emerson, l'une des formes les plus élevées de la liberté humaine. Elle permet à l'homme de traverser le monde sans se perdre, d'apprendre sans se soumettre, et de grandir sans renier son essence. Chapitre 8. Le destin, la chance et la responsabilité. Ce chapitre explore l'équilibre subtil entre ce que l'homme peut influencer et ce qui échappe à sa volonté. Un thème central de la pensée d'Emerson sur la conduite de la vie. Comprendre cette distinction est crucial pour ne pas sombrer dans la résignation ou l'illusion. L'homme est confronté à un monde où le hasard semble gouverner les événements. Mais Emerson insiste sur le fait que la part réelle qui lui appartient, celle de ses choix, de ses actions, de sa discipline intérieure, constitue l'essentiel de son pouvoir. La conscience de cette distinction transforme la manière de vivre, car elle incite à agir plutôt qu'à blâmer, à créer plutôt qu'à subir. Emerson commence par rappeler que beaucoup confondent destin et fatalité. Le destin n'est pas un fil invisible imposé sans possibilité de choix. Il s'agit plutôt d'un champ de potentialité dans lequel l'homme évolue. La chance, souvent invoquée pour expliquer le succès ou l'échec, n'est qu'un facteur secondaire. Ce que l'on appelle hasard est souvent l'ombre de circonstances que l'on n'a pas encore comprises ou d'actions non alignées sur la réalité. La vraie puissance réside dans la manière dont l'homme utilise les événements qui lui sont donnés. Reconnaître la part de chance ne signifie pas se laisser aller,
mais au contraire accueillir les circonstances avec lucidité et responsabilité, en tirant de chaque situation une leçon ou un avantage stratégique. La responsabilité personnelle constitue le cœur de ce chapitre. Emerson souligne que se plaindre ou blâmer le monde affaiblit l'âme et détourne l'énergie qui pourrait être utilisée pour construire, réparer ou créer. Se plaindre est une fuite intérieure, c'est reconnaître une incapacité à agir, c'est renoncer à la liberté réelle qu'offre chaque choix quotidien. La plainte ne modifie rien, elle enferme l'esprit dans une passivité stérile. À l'inverse, celui qui assume sa part de responsabilité, même face à des événements contraires, transforme la difficulté en levier. Chaque obstacle devient alors un tremplin, chaque contrainte un outil de croissance. L'homme devient ainsi architecte de sa vie, non esclave du hasard. Emerson insiste aussi sur la nuance entre ce qui dépend entièrement de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Beaucoup se perdent dans la frustration parce qu'ils tentent de maîtriser l'incontrôlable, les opinions d'autrui, les accidents, la météo ou les marchés. Comprendre la distinction permet de concentrer toute son énergie sur ce qui est vraiment influençable, ses choix, ses efforts, son attitude, ses réactions. La conscience de cette limite n'est pas une forme de résignation, mais au contraire une stratégie de puissance intérieure. En ne dépensant pas d'énergie à lutter contre l'inévitable, l'homme se libère pour agir avec efficacité sur le terrain réel de sa responsabilité. La part du hasard, selon Emerson, ne doit jamais devenir une excuse pour l'inaction. Même dans un monde imprévisible, l'homme peut créer des conditions favorables par sa vigilance, sa préparation et sa constance. L'anticipation et la discipline sont les moyens de réduire l'effet du hasard, mais jamais de l'éliminer entièrement. La chance, quand elle se présente, favorise ceux qui sont prêts. Elle ne sauve jamais ceux qui sont passifs. Ainsi, la réussite durable n'est jamais le fruit du hasard seul, mais de la rencontre entre opportunité et préparation, entre circonstances et décisions conscientes. Emerson montre aussi comment transformer les contraintes en leviers. Les obstacles et limites, qu'ils soient financiers, sociaux ou physiques, ne sont pas des barrières définitives. Ceux qui les perçoivent comme des freins s'enlisent, tandis que ceux qui les acceptent et les analysent les transforment en outils de discernement et d'action. Une contrainte peut révéler un talent caché, une méthode alternative, une force insoupçonnée. Chaque limitation devient alors un guide discret vers l'efficacité et la créativité. L'homme apprend à travailler avec ce qu'il a et non contre ce qu'il n'a pas. Enfin, Emerson aborde la dimension morale et intérieure de cette responsabilité. Choisir, c'est aussi assumer les conséquences de ses actes sur soi-même et sur les autres. La liberté et le pouvoir sont indissociables de l'éthique. On ne peut prétendre influencer sa vie efficacement si l'on ne cultive pas la clarté morale et la cohérence entre pensée et action. Le destin n'est pas une excuse pour l'égoïsme, ni la chance une justification pour l'inaction. L'homme qui comprend cela développe un courage tranquille, une confiance dans sa capacité à gérer la vie et une sérénité face aux événements imprévisibles. Le destin, la chance et la responsabilité nous rappellent donc que gouverner sa vie ne signifie pas tout contrôler, mais agir consciemment sur ce qui dépend de nous, accepter ce qui échappe à notre maîtrise et transformer chaque contrainte en levier de croissance. La puissance véritable réside dans cette maîtrise intérieure, dans ce courage silencieux de décider et d'agir malgré l'incertitude, et dans la capacité à accueillir le monde tel qu'il est tout en le modelant par la responsabilité et l'intention. L'homme qui pratique cette vision ne subit plus sa vie, il navigue avec discernement. Il transforme la contingence en opportunité et il fait de chaque journée un pas vers la maîtrise de son existence. Conscient que la chance sourit à celui qui a choisi de creuser là où il se tient avec clarté, courage et persévérance. Chapitre 9. Le courage d'être indépendant. Le courage d'être indépendant. Explore la force intérieure nécessaire pour vivre selon ses propres convictions et non selon les attentes de la société, des proches ou des normes imposées. Emerson insiste sur le fait que l'indépendance véritable n'est pas un simple choix extérieur de liberté,
mais une transformation intérieure qui demande réflexion, discipline et courage. Penser par soi-même signifie se détacher des influences passives, des opinions reçues et des modes de vie dictés par d'autres. L'homme indépendant développe une capacité à observer, analyser et décider, sans se laisser dominer par la peur du jugement ou le confort de la conformité. Cette faculté à s'écouter et à écouter sa propre raison est la première étape vers la maîtrise de sa vie. Emerson décrit l'indépendance comme une posture exigeante et souvent solidaire de la solitude. La société valorise généralement l'uniformité et récompense ceux qui suivent un chemin prédéfini. Refuser ces chemins demande de résister aux pressions sociales et aux séductions de la conformité. L'homme indépendant doit accepter que sa voix diffère, que ses choix puissent déplaire ou déranger, et que le confort immédiat sera parfois remplacé par un sentiment de désaccord collectif. La solitude devient alors un outil plutôt qu'un fardeau. Elle offre l'espace nécessaire pour réfléchir, expérimenter et construire sa vie en accord avec ses principes et ses valeurs profondes. La liberté de penser exige également un engagement envers la responsabilité. Penser par soi-même ne consiste pas à rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, mais à évaluer chaque idée, chaque conseil et chaque information avec discernement. L'homme indépendant sait distinguer ce qui nourrit sa croissance de ce qui la freine. Il comprend que suivre aveuglément des modèles extérieurs mène à l'échec ou à la stagnation, tandis que choisir en conscience ouvre des portes vers l'autonomie et la maîtrise de soi. Emerson insiste sur le fait que ce courage intérieur transforme chaque décision, chaque action et chaque relation. L'homme qui agit avec indépendance devient un créateur de sa vie, capable de naviguer avec lucidité et de se redresser même face aux critiques ou aux revers. L'indépendance ne se limite pas à la pensée, elle s'étend à l'action et à la conduite de la vie. Vivre de manière indépendante implique de refuser les schémas préfabriqués, les routines imposées et les ambitions dictées par la reconnaissance extérieure. Chaque choix devient un reflet de l'intention personnelle et chaque action une démonstration de cohérence entre pensée et conduite. Emerson souligne que ce type de vie demande du courage car elle va à l'encontre des attentes collectives et peut provoquer incompréhension ou rejet. Pourtant, ce prix est celui de l'authenticité et de l'accomplissement durable. Le courage d'être indépendant est aussi une discipline émotionnelle. L'homme doit apprendre à tolérer l'incertitude, la critique et parfois la solitude. Il découvre que la véritable sécurité ne réside pas dans l'approbation d'autrui, mais dans la confiance en ses capacités et en son jugement. Cette confiance intérieure devient une boussole dans un monde complexe et imprévisible, guidant l'homme vers des choix alignés avec ses valeurs et ses aspirations profondes. Emerson montre que la peur de l'indépendance ou le désir de plaire peuvent facilement devenir des chaînes invisibles qui empêchent la croissance et l'épanouissement personnel. L'indépendance, selon Emerson, est également un moteur de créativité et d'innovation. Penser par soi-même libère l'esprit des idées préfabriquées et ouvre des perspectives nouvelles. L'homme indépendant ose explorer, expérimenter et inventer. Il ne se contente pas de reproduire ce qui existe, mais cherche à améliorer, créer et transformer son environnement. Ce courage intérieur génère des solutions originales et des actions audacieuses qui marquent durablement la vie personnelle et collective. Enfin, Emerson rappelle que l'indépendance est une démarche continue et exigeante. Elle ne se conquiert pas en un instant et ne se maintient pas sans vigilance. Chaque jour, l'homme doit exercer son discernement, résister à la facilité, cultiver la discipline et faire preuve de résilience face aux obstacles. Il doit apprendre à écouter sa conscience, à suivre sa raison et à accepter la responsabilité entière de ses choix. Cette pratique quotidienne forge le caractère, affine le jugement et prépare l'homme à vivre pleinement, librement et avec intégrité.
Le courage d'être indépendant illustre ainsi que la liberté réelle est un état intérieur, un engagement envers soi-même et une capacité à agir malgré la pression sociale. L'homme indépendant ne se conforme pas à la masse, il se tient droit dans ses convictions. Il assume ses choix, et il transforme la solitude et les critiques en instruments de croissance. En cultivant ce courage, il découvre la puissance de décider par soi-même, la valeur d'une vie choisie consciemment et la joie profonde d'un accomplissement authentique. L'indépendance, loin d'être un simple privilège, devient un art de vivre où chaque décision, chaque pensée et chaque action s'harmonisent avec le potentiel réel de l'homme. Elle ouvre la voie à une vie pleine de sens, où la maîtrise de soi et la liberté intérieure deviennent les véritables richesses, supérieures à tout confort ou approbation extérieure. Chapitre 10. La maîtrise de soi. Ce chapitre explore la nécessité de comprendre et de contrôler ses propres émotions avant de chercher à influencer le monde extérieur ou à atteindre le succès dans la vie. Emerson insiste sur le fait que gouverner ses émotions n'est pas une question de suppression, mais de compréhension et d'orientation consciente de l'énergie intérieure. Chaque émotion, qu'il s'agisse de colère, de peur, d'orgueil ou de désir, possède un pouvoir immense sur nos décisions, nos relations et notre capacité à agir avec justesse. Sans cette maîtrise, même la plus brillante intelligence ou le plus noble projet peuvent être compromis par des réactions impulsives, des jugements erronés ou des comportements autodestructeurs. L'homme qui atteint la maîtrise de soi développe une tranquillité intérieure qui lui permet de naviguer à travers les turbulences de la vie avec discernement. La colère, par exemple, lorsqu'elle est laissée sans contrôle, crée des chaînes invisibles qui limitent la pensée rationnelle, la créativité et la capacité à résoudre les problèmes. Emerson montre que reconnaître la colère comme une alerte et non comme un déclencheur permet de la transformer en force d'action constructive. De la même manière, la peur, souvent irrationnelle ou amplifiée par des influences extérieures, peut paralyser ou détourner l'homme de ses objectifs véritables. La maîtrise de soi ne consiste pas à ignorer la peur, mais à l'analyser, à la comprendre et à l'utiliser comme guide pour renforcer sa résilience et sa prudence stratégique. L'orgueil, autre émotion puissante, peut masquer les faiblesses personnelles et fausser le jugement. Emerson explique que l'homme qui ne contrôle pas son orgueil agit selon des impulsions qui le maintiennent dans des cycles d'échecs ou de conflits. La conscience de soi et la capacité à reconnaître ses propres limites deviennent alors des outils essentiels pour canaliser cette énergie de manière productive. La maîtrise de soi transforme ses forces internes en alliés, permettant à l'homme de rester centré même dans les situations les plus stressantes ou imprévisibles. Emerson décrit également la maîtrise de soi comme un art pratique qui nécessite des exercices quotidiens et une observation constante de ses réactions. La vie moderne, avec sa rapidité, son agitation et sa surabondance d'informations, teste constamment notre capacité à rester calme et aligné. Celui qui pratique la maîtrise de soi apprend à créer des pauses dans ses réactions, à réfléchir avant d'agir et à répondre plutôt qu'à réagir. Cette discipline intérieure devient une source de puissance silencieuse qui influence positivement les décisions, la communication et les relations personnelles et professionnelles. Un aspect fondamental de la maîtrise de soi réside dans la transformation de l'énergie émotionnelle en force créative. Les émotions, lorsqu'elles sont comprises et orientées, deviennent des moteurs de motivation et d'innovation. La colère peut inspirer l'action juste, la peur peut éveiller la prudence et la vigilance, et l'orgueil, lorsqu'il est contrôlé, peut stimuler l'ambition et l'excellence personnelle. Emerson montre que la maîtrise de soi ne consiste pas à étouffer la vie intérieure, mais à la diriger avec intention, pour qu'elle serve les objectifs supérieurs de l'homme et l'accompagne dans son développement intégral. La paix intérieure, conséquence directe de la maîtrise de soi, est présentée comme une véritable forme de puissance. L'homme paisible n'est pas passif, mais souverain sur ses propres forces. Il agit avec clarté, persévérance et justice, et devient capable d'influencer son environnement de manière constructive. La force tranquille permet de résister aux manipulations, aux distractions et aux conflits inutiles,
tout en cultivant un espace intérieur propice à la réflexion, à la créativité et à la stratégie. La maîtrise de soi illustre que la vraie puissance ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la domination de ses propres impulsions et émotions. L'homme qui gouverne ses réactions transforme chaque situation difficile en opportunité de croissance, chaque conflit en leçon et chaque échec en étape vers l'excellence personnelle. Emerson insiste sur le fait que la maîtrise de soi est un processus continu, un entraînement permanent qui demande vigilance, patience et courage, mais qui confère une liberté intérieure et une efficacité dans toutes les sphères de la vie. Enfin, la maîtrise de soi offre un horizon plus large à l'homme. Elle lui permet de choisir ses réponses avec discernement, de rester fidèle à ses valeurs et de naviguer avec sagesse dans un monde complexe et souvent imprévisible. L'homme qui parvient à cette discipline intérieure découvre que le véritable contrôle, le succès durable et la sérénité ne viennent pas des circonstances extérieures, mais de la souveraineté sur son propre esprit, sur ses émotions et sur sa volonté consciente. Chapitre 11. La vue spirituelle sans dogme. Ce chapitre explore la dimension intérieure de l'existence, celle qui transcende les règles rigides et les prescriptions externes, pour inviter l'homme à vivre une spiritualité personnelle, consciente et libre. Emerson insiste sur le fait que la vraie spiritualité n'est pas dans l'adhésion aveugle à des doctrines ou à des croyances imposées par la société, mais dans l'expérience vécue et l'observation directe de soi et du monde. Chaque homme porte en lui une capacité d'intuition, de réflexion et de contemplation qui lui permet de percevoir le sacré dans le quotidien, dans l'action, dans les relations et dans la nature. La spiritualité devient alors un chemin d'éveil intérieur, non un ensemble de règles à suivre pour être accepté ou reconnu. Dans ce contexte, la vie spirituelle est profondément liée à la conscience de ses propres actes et de leur impact. Emerson rappelle que l'expérience intérieure, l'introspection et la méditation personnelle sont des outils essentiels pour comprendre la vie et se développer. Plutôt que de fuir les difficultés par des rituels ou des croyances formelles, l'homme apprend à affronter la réalité avec un esprit éclairé et ouvert. Cette approche favorise l'autonomie, la responsabilité et la lucidité, car chaque choix et chaque action deviennent des occasions de croissance intérieure. La spiritualité vécue implique d'examiner ses pensées, ses désirs et ses motivations, et de s'efforcer de les aligner avec des valeurs élevées et authentiques, non dictées par des normes extérieures. Le sacré, selon Emerson, n'est pas limité au temple, aux livres saints ou aux cérémonies religieuses. Il est partout, dans la nature, dans le travail honnête, dans les échanges humains, dans les moments de silence et dans l'attention portée aux détails de la vie quotidienne. L'homme spirituel observe, contemple et trouve la profondeur dans l'ordinaire, transformant chaque instant en opportunité de connexion avec le sens de l'existence. Cette perception libère l'individu des illusions de grandeur, des dogmes imposés et des croyances superficielles, lui permettant de construire une vie cohérente, équilibrée et riche en signification. Ce chapitre insiste sur l'importance de la liberté de pensée et de conscience. La spiritualité véritable n'exige ni uniformité ni conformité, elle exige seulement authenticité et sincérité. L'homme est invité à écouter sa voix intérieure, à suivre son jugement éclairé et à agir conformément à ce qui résonne profondément en lui. Cette démarche offre une paix intérieure durable, car elle repose sur la connaissance de soi, l'intégrité et l'alignement avec ses valeurs, plutôt que sur l'approbation extérieure ou la peur du jugement. Vivre avec sens, selon Emerson, implique également de reconnaître et d'accepter la complexité de la vie. La spiritualité ne consiste pas à se retirer du monde ou à ignorer ses responsabilités. Elle consiste à s'engager pleinement dans l'existence avec une conscience élevée. Chaque interaction, chaque décision et chaque effort deviennent des expressions de cette vie spirituelle, transformant les actions ordinaires en manifestations d'un ordre supérieur et d'une sagesse intérieure. L'homme qui adopte cette approche découvre que la foi authentique naît de l'expérience, non de la répétition de phrases ou de rituels imposés. La vie spirituelle sans dogme souligne également l'importance de l'observation attentive de soi et de l'environnement.
La vie spirituelle exige que l'on observe ses propres réactions, que l'on comprenne ses émotions et que l'on cultive la patience, la tolérance et la compassion. La spiritualité vécue se manifeste dans la manière dont l'homme traite les autres, dans son respect de la nature et dans sa capacité à transformer les défis en opportunités de croissance. Cette vision encourage un engagement responsable où chaque acte est réfléchi et porte la marque d'une conscience éclairée. Emerson met en garde contre le danger de la superficialité et de l'illusion religieuse. Suivre aveuglément des doctrines ou imiter les pratiques d'autrui sans compréhension personnelle ne produit qu'une spiritualité creuse, incapable de guider réellement l'individu dans les épreuves de la vie. La véritable vie spirituelle se cultive avec effort, discipline intérieure et observation continue. Mais elle offre en retour une clarté mentale, une force morale et une liberté intérieure qui enrichissent chaque aspect de l'existence. La vie spirituelle sans dogme démontre que le sens de la vie, la profondeur des expériences et la réalisation personnelle ne dépendent pas de structures externes, mais de l'engagement conscient envers soi-même et le monde. La spiritualité vécue, dépouillée de dogmes, devient un outil puissant pour naviguer dans la complexité de la vie moderne, pour rester aligné avec ses valeurs, pour prendre des décisions éclairées et pour trouver un équilibre durable entre le matériel et le spirituel. Elle invite chaque individu à découvrir, dans le quotidien et dans l'intimité de sa conscience, les vérités éternelles qui guident vers une existence harmonieuse, significative et véritablement libre. Chapitre 12. Vieillir, durer et transmettre. Ce chapitre explore la dimension profonde de la maturité humaine et de l'héritage que chacun peut laisser derrière lui, au-delà des possessions matérielles ou des accomplissements visibles. Emerson nous invite à considérer la vieillesse non comme un déclin, mais comme le sommet d'une vie bien conduite, où l'expérience accumulée devient une source de sagesse pour soi-même et pour les autres. Vieillir, dans cette perspective, n'est pas seulement subir le passage du temps, c'est comprendre, affiner et perfectionner son esprit et son caractère, tout en transmettant ce savoir acquis avec discernement et générosité. La maturité est le fruit d'une vie d'observation, d'effort et de réflexion. Au fil des années, les illusions de jeunesse s'estompent et la conscience s'éclaire. Les erreurs passées deviennent des leçons intimes, non seulement pour corriger son chemin, mais aussi pour inspirer ceux qui suivent. Le temps, qui peut sembler enlever vigueur et apparence, révèle en réalité la profondeur intérieure, la capacité à relativiser, à choisir avec discernement et à faire preuve d'une patience qui manque souvent aux plus jeunes. Une vie bien conduite, selon Emerson, se mesure moins à la quantité d'actions spectaculaires accomplies qu'à la qualité du jugement, à la constance dans l'effort et à la fidélité aux valeurs profondes. Chapitre 12 insiste sur l'importance de la transmission. Vieillir n'a de sens que si la sagesse accumulée devient un pont pour les autres. Chaque pensée réfléchie, chaque décision prise avec intégrité, chaque comportement exemplaire peut servir de guide et d'inspiration. Cette transmission n'est pas nécessairement publique ou monumentale. Elle se manifeste dans les paroles, les gestes, l'éducation, l'accompagnement des plus jeunes et dans l'exemple silencieux que l'on offre dans le quotidien. L'homme mature comprend que son influence réelle ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il laisse vivre après lui. Le temps révèle également les vérités fondamentales que la jeunesse ne perçoit pas. Ce qui semblait essentiel peut se révéler secondaire, tandis que des valeurs comme l'honnêteté, la bienveillance, la constance et l'intégrité prennent tout leur poids. Vieillir avec conscience, c'est développer une capacité de jugement affinée, capable de discerner ce qui est passager et ce qui est durable. Durer ne signifie pas simplement survivre, mais vivre avec cohérence et alignement avec soi-même et avec le monde pour que chaque acte soit porteur de sens et contribue à un héritage moral et intellectuel durable. Vieillir, durer et transmettre rappellent aussi que le véritable héritage est souvent invisible. Les leçons données, les valeurs incarnées,
les habitudes et la discipline intérieure se transmettent naturellement aux autres, même si elles ne sont pas immédiatement reconnues ou visibles. La richesse véritable n'est pas celle qui se mesure en biens matériels, mais celle qui transforme des vies, qui influence positivement les autres et qui inspire les générations suivantes. Chaque individu a le pouvoir de laisser une trace durable, non par la grandeur extérieure, mais par la profondeur de son esprit et la qualité de sa vie intérieure. La vieillesse devient ainsi un temps de plénitude et d'accomplissement. Loin d'être un moment de stagnation, elle offre la possibilité de synthétiser toutes les expériences, d'affiner sa compréhension de la vie et de donner aux autres le fruit de ce cheminement. Durer, c'est conserver la force intérieure, la lucidité et la capacité d'action, même lorsque le corps décline. C'est maintenir la cohérence entre les convictions, les valeurs et les actes, pour que la vie entière forme un ensemble harmonieux et exemplaire. Ce chapitre insiste enfin sur la valeur de l'exemple. Une vie bien conduite, empreinte d'intégrité, de sagesse et de constance, laisse un héritage plus précieux que n'importe quel succès éphémère. La transmission n'est pas seulement un devoir moral, elle est la manifestation concrète de ce que signifie vivre pleinement et durablement. Le véritable triomphe réside dans la capacité à transformer sa propre existence en source d'inspiration et à montrer que la vie, lorsqu'elle est gouvernée par la conscience, la réflexion et la vertu, peut toucher et élever ceux qui viennent après nous. Vieillir, durer et transmettre illustrent ainsi le sommet de la conduite de la vie. Comprendre que chaque instant compte, que chaque expérience forge le caractère et que la véritable grandeur se mesure à la profondeur de l'impact laissé sur les autres et sur le monde. Une vie bien vécue, équilibrée et réfléchie est un trésor qui perdure au-delà du temps et de l'apparence. Et c'est ce trésor que chacun peut léguer avec fierté et sérénité. Conduire sa vie, c'est se gouverner soi-même. Cette affirmation, simple en apparence, condense l'essence de toute la réflexion d'Emerson. Après avoir exploré la nature comme guide, le caractère comme fondation, la volonté, le travail, la richesse, le pouvoir social, la culture, le destin, le courage, la maîtrise de soi, la vie spirituelle et la maturité, il devient clair que la véritable conduite de l'existence ne dépend ni de la chance, ni des circonstances extérieures, ni des autres. Chaque individu porte en lui les ressources, la responsabilité et le pouvoir de façonner sa vie avec sens et cohérence. Emerson insiste sur la force intérieure comme socle incontournable. La vie moderne, avec son agitation, ses distractions et ses pressions, tente constamment de détourner l'attention de l'essentiel. La clarté de l'esprit, la discipline du cœur et la justesse du jugement. Gouverner sa vie commence par gouverner ses pensées et ses émotions. La maîtrise de soi n'est pas une contrainte ou une rigidité stérile, mais un outil de liberté. En apprenant à contrôler les impulsions, à observer le monde avec discernement et à décider consciemment de ses actions, l'homme devient l'architecte de son destin. Il n'est plus ballotté par les circonstances, mais avance avec intention et constance. La simplicité est un autre principe central. Conduire sa vie ne signifie pas accumuler des possessions ou courir après des succès superficiels, mais comprendre la valeur du temps, de la réflexion et de l'action cohérente. La simplicité ne réduit pas l'ambition, elle la clarifie. Elle permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, de concentrer son énergie sur ce qui nourrit réellement l'esprit et le caractère, et d'éviter la dispersion qui mène à la frustration et au regret. La vie devient ainsi plus lisible, plus alignée et plus riche en sens. La droiture complète cette triade. Vivre avec intégrité et honnêteté n'est pas une règle imposée de l'extérieur, mais la condition pour que la vie reste harmonieuse et durable. Les choix que l'on fait, grands ou petits, créent un tissu de conséquences qui s'étend au-delà de l'instant présent. Gouverner sa vie exige de respecter ses valeurs et de se tenir fidèle à ce qui résonne profondément en soi. Ce respect de soi et des autres forge une existence qui inspire confiance et génère un environnement de respect mutuel. Pour le lecteur moderne, le message d'Emerson conserve toute sa pertinence.
Dans un monde saturé d'informations, de modèles et de comparaisons constantes, il rappelle que la souveraineté personnelle est la clé de la liberté et de la réussite authentique. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine notre vie, mais la façon dont nous choisissons de l'aborder, de le comprendre et d'agir. Gouverner sa vie, c'est cultiver la lucidité, la patience, la persévérance et la sagesse. C'est faire de chaque action une expression consciente de son caractère et de ses valeurs. En conclusion, conduire sa vie, c'est se gouverner soi-même, synthétise une vérité intemporelle. La vie n'est pas subie, elle est construite. Chaque pensée, chaque décision et chaque effort sont des pierres posées sur le chemin de l'accomplissement. La responsabilité individuelle n'est pas un fardeau, mais un privilège. Emerson nous rappelle que l'homme qui se connaît, qui se maîtrise et qui agit avec droiture possède le plus grand pouvoir qui soit, celui de transformer son existence en une œuvre cohérente, harmonieuse et profondément signifiante. Ainsi, gouverner sa vie n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement quotidien. C'est choisir la force intérieure plutôt que la facilité, la clarté plutôt que la confusion, et la droiture plutôt que la compromission. C'est comprendre que chaque instant est une occasion de créer une existence pleine de sens, de beauté et d'intégrité. En fin de compte, la véritable grandeur réside moins dans ce que l'on possède que dans la qualité avec laquelle on conduit sa vie, et dans la liberté et la paix que l'on cultive en soi. La vie bien conduite n'est pas un cadeau du monde extérieur, mais le fruit de la maîtrise de soi, de la droiture et de la force intérieure.